barakatuh. Chers collègues, chère assistance, c'est un grand plaisir pour moi d'avoir été invité par professeur Dikoun Abdelhamid afin de modérer les interventions de cette manifestation scientifique ô combien importante. Je dirais importante parce qu'elle touche une problématique d'actualité qu'on est en train de cuisiner à toutes les sauces. L'intelligence artificielle, en ce moment, on la rencontre un peu partout, dans des domaines importants comme le domaine médical et le domaine pharmaceutique, mais aussi dans des domaines ludiques, dans des domaines de la vie de tous les jours. Donc, une problématique qui avance à grands pas, et je citerai rapidement, à titre anecdotique, un programme intelligent qui fait sensation ces derniers jours. Voilà, tout d'abord, je tiens à vous remercier pour les travaux de cette journée, ainsi que le docteur Derwish. Et bon, je remercie bien sûr, réitère mes remerciements pour l'assistance. Et je commence bien sûr mon propos pour dire que la révolution du numérique est en cours. Notre rapport au savoir et aux connaissances et nous conduit à grande vitesse vers une nouvelle ère, celle où les machines seront capables de simuler l'intelligence, pour dire l'intelligence naturelle. Et ceci m'amène à évoquer bien sûr l'histoire de la main et l'outil. Les chirurgiens connaissent un petit peu ce que font les outils actuellement. C'est une première communication présentée par Dr Hakim Chiali, qu'on invite au pupitre. Voilà. Chers collègues, messieurs les professeurs, je vous remercie pour cette invitation, cette occasion extraordinaire de partager mon expérience, mes travaux, avec un panel aussi large. Comme vous l'avez si bien dit, professeur, je suis médecin anatomiste. Et oui, l'anatomie, c'est une discipline en médecine, c'est une spécialisation. Et l'anatomie, c'est d'abord une évolution constante. On a tendance à dire qu'on connaît déjà le corps humain. Faux, le corps humain évolue tous les jours. Et tous les jours, nous avons de nouvelles connaissances anatomiques. Et c'est une révolution numérique. Ces connaissances, on les doit au fait que notre parc informatique, nos technologies avancées nous permettent de voir encore mieux, encore plus précis dans ce corps humain. Donc, il faudrait redéfinir l'anatomie quotidiennement, au même titre que les nouvelles technologies ou les réseaux sociaux qui changent eux-mêmes quotidiennement. Je compare souvent ça à la bourse. Tous les jours, nous avons de nouveaux chiffres qui augmentent, qui baissent, et l'anatomie, c'est aussi ça. Tous les jours, on arrive à confirmer des connaissances que nous avions déjà, ou d'infirmer et de revenir, de faire marche arrière sur d'autres connaissances qui sont avérées finalement fausses. Il faut savoir qu'en anatomie, historiquement, dans les civilisations anciennes, on a énormément disséqué le corps humain. Et le premier élément qui a été disséqué, ou le plus disséqué, étant le cerveau. Le but, c'était de rechercher l'âme. Les gens voulaient rechercher, les civilisations chinoises et les autres civilisations, disséquer le cerveau en espérant trouver un organe qui représentait l'âme. Ils n'ont pas trouvé, mais ça nous a permis de découvrir beaucoup d'autres choses. Pareil pour l'intelligence. On essaie toujours de disséquer le cerveau d'une façon anatomique classique ou numérique pour trouver cette intelligence. On l'a trouvée, elle existe, on va le voir par la suite. Et donc, cette dynamique anatomique, c'est une dynamique qui est en phase avec une révolution numérique. Beaucoup de mots qui revenaient. Certains de ces mots, c'était quelle démarche, quelle attitude, comment travailler. C'était aussi une équipe de recherche, c'est une équipe de recherche. Et là aussi, je reviens sur le travail incroyable qu'a réalisé le professeur Aoufem à la tête de l'agence thématique de la recherche en sciences de la santé. Et ça nous a permis de créer une équipe mixte, une équipe entre des universitaires. En anatomie, j'ai beaucoup plus appris des gens en dehors de la médecine que des gens à l'intérieur de la médecine. Et bien sûr, d'une équipe au sein de l'imagerie et de la rééducation pour
l'intelligence artificielle en rééducation fonctionnelle. Ça aussi, nous allons le voir. C'est un connectome, un terme qui revient dans la recherche beaucoup plus souvent que l'intelligence artificielle, puisque vous allez voir que ce connectome... Et chaque patient est un cas. Aucun patient ne ressemble à l'autre. Donc pour trouver un dénominateur commun entre ces différentes spécialités et pathologies, la question est très vaste. Voilà ce que représente l'anatomie pour un étudiant. Un module qu'il faut à tout prix avoir, c'est-à-dire un 10. Les étudiants sont assez simplistes dans leur approche. C'est un module parmi tant d'autres. Même actuellement, on trouve des enseignements de ce type. Voilà ce que représente le système nerveux pour la majeure partie des cas des praticiens. C'est affligeant, mais c'est une réalité. Et ce qu'on voit ici, c'est un projet mondial, d'une envergure mondiale. C'est un projet où ils ont commencé à prendre un parenchyme cérébral du cerveau et ils ont commencé à le disséquer, à en faire une étude microscopique. De cette cytoarchitectonie, une architecture cellulaire extrêmement complexe. Pas de par la cellularité, non, les cellules sont assez connues, de par la connectivité de ces cellules. Elles se connectent d'une certaine façon et d'une certaine méthode qui est très complexe. Donc voilà ce qu'on obtient. Ça c'est 1 mm3 et ça a demandé pratiquement 10 ans de travail. C'est un projet américain. Vous imaginez tout ce qui reste à faire quand il s'agit de tout le cerveau, et notamment le cerveau humain qui est beaucoup plus grand qu'un cerveau de souris. Donc, on se pose la question, je vous pose la question déjà, combien nous avons de cerveaux? À chaque fois que je pose cette question, c'est un peu les enchères. J'entends 1, 2, 3, 4. Je pourrais vous dire qu'on en a au moins 10. On parle même, dans la maladie d'Alzheimer, d'un cerveau digestif. On prend un exemple d'un nouveau-né, un bébé qui n'a pratiquement aucune expérience de vie, et pourtant il reconnaît le son de sa mère. Donc il y a un cerveau mnésique, la mémoire. Donc il n'y a pas un cerveau. J'aimerais annuler ce terme de dire qu'on a un cerveau. On en a beaucoup. On en a beaucoup et chaque cerveau est différent à étudier. Chaque cerveau, ce sont des domaines de recherche extraordinaires. Et puis le cerveau a bénéficié des avancées technologiques de l'imagerie. Je mets l'accent. Ce n'est pas que la biologie n'a pas avancé, mais que l'imagerie nous permet d'être non invasif. Ça nous permet de voir cette matière à l'état vivant, d'étudier in vivo le fonctionnement du cerveau. Et ce que je vous montre ici, ce sont les 3 principales images que j'avais vues sur des publications. Donc il y avait une IRM, quelque chose d'assez basique. Il y avait ces images-là, qui étaient un peu complexes, on parle de tractographie. Après, on voit cette empreinte cérébrale. Là, c'est devenu encore plus complexe. Le cerveau, c'est de la substance grise et c'est de la substance blanche. La substance grise, ce sont des aires fonctionnelles. Chaque partie de notre substance grise est spécialisée dans son fonctionnement. Et on parlait des aires de Brodmann, une classification, donc chaque aire, l'aire du langage, l'aire de la motricité et tout. Et le projet qui a été mené d'un conglomérat universitaire a prouvé que cette classification des années 50 est obsolète. Maintenant, on parle de centaines de régions. On a découvert plus d'une centaine de nouvelles régions qui leur permettaient d'être logiques. Ils ont perdu un peu de leur logique. Donc, la folie, c'est un terme un peu à mettre, un peu un ancien terme qu'il faudrait un peu peut-être oublier, et dire la neurodégénérescence. Connectomics, c'est l'étude des connectomes. Donc, ils ont créé ce lien. Voici un patient standard, c'est-à-dire un patient lambda, avec un patient contrôle, c'est-à-dire un sujet sain. On voit la différence des connexions cérébrales. La schizophrénie, déjà dans certains pays, elle a commencé à basculer. Donc, je suis le docteur Chiali Hakim, médecin spécialiste en anatomie, praticien au CHU de Tlemcen, chercheur associé et cofondateur de la start-up Anatomis Advanced Diagnostics. Notre principal objectif et nos travaux s'orientent vers la modélisation et l'ingénierie en anatomie, notamment l'étude et la réalisation du connectome structurel cérébral. C'est un nouvel outil de travail pour le praticien en neurosciences, neurologue, neurochirurgien, rééducation fonctionnelle, voire même en psychiatrie, pour évaluer l'état cérébral réel du patient, de son patient. Cette prestation est réalisée au niveau de la start-up et cette start-up est basée à Tlemcen, bien sûr avec une couverture nationale. Et il suffit d'aller sur le site web, le www.anatomis.com, ainsi que de se renseigner sur nos différentes prestations et services. J'ai été invité aujourd'hui pour parler de l'intelligence artificielle et avant d'en parler, je parlerai d'abord de l'intelligence humaine, de notre cerveau humain
qui est étudié de par de différentes spécialités, et notamment en imagerie médicale, en IRM. La technique du tenseur de diffusion nous permet d'aller fouiner d'une façon non invasive dans le cerveau humain et d'étudier réellement l'empreinte cérébrale des pathologies que l'on connaît actuellement. Ces pathologies qui sont évolutives, ces pathologies qui sont complexes, on arrive maintenant à les étudier, à étudier leur développement grâce au connectome structurel, chose qui m'a permis aussi d'échanger avec mes collaborateurs en intelligence artificielle, car à l'origine de l'intelligence artificielle, il y a bien l'intelligence humaine. Alors, je suis le docteur Mohamed Najib Boufnara. J'ai un doctorat en informatique, en spécialité bioinformatique, et je suis actuellement maître de recherche au centre de recherche en sciences pharmaceutiques. J'ai essayé aujourd'hui de présenter un tour du potentiel des outils d'intelligence artificielle dans le diagnostic médical. J'ai évoqué également la question du diagnostic précoce de la maladie d'Alzheimer en utilisant ces méthodes de deep learning afin de diagnostiquer cette maladie à un stade précoce en utilisant des IRM donc de pondérés en T1, mais également un modèle de langage et les dossiers cliniques qui comportent les antécédents médicaux et familiaux du patient. Bonjour à vous tous. Donc, je tiens à remercier le professeur Boufeida pour cette agréable introduction. Et je tiens à vous dire que c'est un plaisir pour moi de pouvoir vous présenter un petit tour sur le potentiel de l'utilisation des outils d'intelligence artificielle dans le cadre du diagnostic médical. Donc je tiens d'emblée à vous rassurer que vous n'aurez pas besoin de prérequis ni en informatique ni en intelligence artificielle pour pouvoir suivre cette présentation. Donc lorsqu'on évoque les termes intelligence artificielle, ce qui nous vient à l'esprit, c'est bien des images de robots comme on les voit dans les films de science-fiction. D'ailleurs, j'ai essayé d'écrire les termes intelligence artificielle sur Google Images et j'ai obtenu des images pour lesquelles toujours on trouve des représentations de robots humanoïdes. En revanche, l'intelligence artificielle, justement, ne se résume pas à ces images futuristes, qui sont généralement utilisées pour des raisons commerciales, comme on peut entendre de maisons intelligentes, même si elles n'est pas si intelligente que ça, ou bien pour provoquer un effet médiatique pour avoir un maximum de clics. En fait, les termes d'intelligence artificielle ont été prononcés pour la première fois dans les années 50 par un certain John McCarthy. Donc pour lui, l'objectif c'était de transmettre à la machine des fonctions qui sont propres au vivant, telles que le raisonnement ou bien la mémoire ou la perception. Évidemment, ce n'est pas la seule définition de l'intelligence artificielle car il y en a plein. Je peux retenir par exemple le test de Turing qui est créé par le fameux Alan Turing, l'auteur des travaux qui fondent scientifiquement l'informatique. Donc pour lui, une machine intelligente si et seulement si son comportement est indistinguable de celui d'un humain. Il y a trois types de transition en Algérie. Alors là, il y a la transition démographique. On est passé de 10 millions à peu près en 1962. Maintenant, nous sommes à plus de 44 millions, pratiquement 45 millions. Avec une moyenne d'âge qui est pratiquement la même avec celle de l'Europe, que ce soit pour les hommes ou pour les femmes. M. Brahimi a noté qu'il y a une petite différence avec les États-Unis, mais ça c'est un détail. Mais nous avons aussi les mêmes problèmes des pays développés, les pays sous-développés ou les pays qui sont en voie de développement. À savoir, cette transition épidémiologique, qui sont l'augmentation de la fréquence ou de l'incidence des maladies non transmissibles et essentiellement le cancer. Le cancer de la prostate est le quatrième en matière d'incidence en Algérie chez les hommes. Et bien entendu, nous avons la troisième transition, qui est la transition socio-économique. Transition socio-économique, forte urbanisation, l'industrialisation. Donc il y a une amplification des facteurs de risque, bien entendu, que ce soit cardiovasculaire, de maladies métaboliques, hypertension, infarctus du myocarde et le reste. Tout ça est important pour nous pour répondre à un besoin. Nous devons répondre aujourd'hui à des besoins. Nous n'utilisons pas toutes les technologies pour les utiliser. Il y a des besoins par rapport à nos spécificités et par rapport à notre modèle d'organisation. Et ça, c'est important. Donc on doit prendre
ces 3 transitions dans notre vision stratégique. Et c'est important par la suite. Très bien. Le débat est très riche. Dans cette honorable assistance, il y a de la diversité. Et elle est très riche. Donc il y a des chirurgiens, il y a des économistes,